je faisais des reportages en Amérique du Sud parce qu'on me l'avait proposé et que ça me plaisait de voyager, ça m'a toujours plu. Mais aussi parce que cette région-là, précisément de la Patagonie, du détroit de Magellan, de la Terre de Feu, c'était des endroits qui faisaient partie de ma mythologie, enfin de ma géographie mythique enfantine, disons. Et puis j'avais, dans une ville qui s'appelle Punta Arenas, qui est sur le détroit de Magellan, là, j'avais acheté un petit livre qui racontait les explorations de ces régions-là. Et dedans, il y avait 10 pages consacrées à une espèce de français loufoque, farcesque, assez pittoresque, assez laid, parce qu'il y avait une gravure de lui. On voyait bien que c'était un type assez épais, quoi. Et qui avait fait la première tentative d'exploration de la Terre de Feu. En vérité, il n'avait pas tellement, ses buts n'étaient pas tellement scientifiques. Il s'imaginait qu'il allait trouver un trésor, et même plus précisément le trésor des Incas. Enfin bon, tout ça était assez loufoque. Il était raconté un peu, enfin sa vie était un peu racontée, qu'il était explorateur, donc qu'il était trafiquant d'armes, qu'il avait fait du trafic d'armes en Amérique du Sud, et qu'il était, qu'est-ce qu'il était encore, qu'il était magnétiseur, enfin bon, bref. Donc tout ça, on faisait un personnage assez pittoresque, assez marrant. Moi, ça me plaît assez, parce qu'il y a un des traits de ce personnage que j'ai découvert, et puis que j'ai après, j'ai découvert parce que je veux dire, j'ai un peu étudié sa vie, d'autant plus facilement qu'il a écrit 2 livres absolument minables, mais enfin, où il raconte ses aventures. Et puis après, moi, j'en ai remis, évidemment, j'ai inventé des choses. Mais en tout cas, une des choses qui m'a plu quand même chez lui, c'est il rate à peu près toutes ses entreprises, quoi. Et d'autre part, parce qu'il n'est pas féroce, il est dans son exploration de la Terre de Feu, là, il est assez... il insiste beaucoup pour qu'on soit... enfin, pour qu'on ne fasse pas de mal aux Indiens, ce qui, à l'époque, n'est pas monnaie courante. Et donc, 25 ans plus tard, c'est-à-dire il y a très peu de temps, donc, il y a 2 ans, je tombe au musée des Beaux-Arts de São Paulo, au Brésil, sur un tableau du même personnage, immédiatement reconnaissable, enfin un portrait, je veux dire, de ce personnage, très reconnaissable, et puis c'est marqué en dessous que c'est lui, de toute façon, et peint par Manet, peint par le peintre Manet. Enfin, Édouard Manet. Et donc là, il est peint dans une autre de ses activités que je ne connaissais pas à l'origine et qui était en chasseur de lions. Bon, il y a un gros lion derrière lui, comment dire, étendu sur le sol. Et le tableau est assez farcesque aussi. Il a l'air plutôt d'un chasseur de lièvres ou de perdrix. Il est habillé avec un espèce de costard tyrolien, un chapeau à plumes et tout ça. Enfin, il n'a pas du tout l'air d'être un chasseur de lions, quoi, à vrai dire. Et le lion non plus. Enfin, dès l'époque, les gens sont un peu marrés. On dit qu'il ressemble plutôt à une descente de lit. Enfin bon, bref. Bon, voilà, c'est un tableau par Manet. Donc du coup, le retrouver 25 ans après, ce type. J'ai commencé à me dire, dans le fond, si je racontais son histoire. C'est-à-dire si je racontais et si j'inventais aussi beaucoup son histoire. Et du coup, celle de Manet aussi, puisque je me renseigne un peu, je m'aperçois qu'il était, que si Manet a fait son portrait, c'est pas tout à fait par hasard, c'est parce qu'il était ami avec lui, etc. Et aucun peintre n'a été, je crois, insulté, tableau après tableau, année après année, salon après salon, puisqu'il s'efforçait de... Vous savez, il y avait chaque année cette espèce d'immense machin qui s'appelait le Salon, qui était dans un bâtiment à Paris, détruit aujourd'hui, qui s'appelait le Palais de l'Industrie, mais enfin qui se trouve là où il y a le Grand Palais maintenant, quoi. Et donc chaque année, il y avait 3, 4, 5 000 tableaux qui étaient exposés avec un jury de gens de l'Académie des Beaux-Arts, etc., qui sélectionnaient les tableaux. Et une année sur 2, il était refusé. Et quand par hasard il était exposé, il était de toute façon absolument conspué par toute la critique. Donc le seul tableau qui trouve grâce auprès de ce jury, c'est ce chasseur de lions. Il obtient une 2e médaille. C'est quand même pas grand-chose pour... une 2e médaille, c'est-à-dire une médaille de seconde classe, quoi. Bon, il n'a pas la première, il a la seconde. Bon, c'est pas grand-chose pour un peintre qui est quand même un des très grands peintres de l'histoire de la peinture française, mais c'est la seule fois dans sa vie où il va obtenir ça. Et du coup, après, il va se faire décorer de la Légion d'honneur aussi, parce qu'il avait envie de ça, il avait envie d'être reconnu. Donc, bon, après, les autres, les 2 gars, par exemple, se foutent de sa gueule parce qu'il reçoit la Légion d'honneur, mais lui, il était content. Bon, donc, ce tableau lui apporte une espèce de reconnaissance officielle, mais en même temps, il est tout de suite assez méprisé, ce tableau, par les gens un peu plus d'avant-garde, enfin par exemple par Huysmans, bon, qui trouve que ce tableau est ridicule, et donc voilà, il lui apporte à la fois cette espèce de reconnaissance et une certaine distance que prennent ses amis. Et d'autre part, de toute façon, ça ne va pas lui servir beaucoup, puisque cette médaille lui donne le droit ensuite d'exposer tous les ans sans passer par le jury, mais il va mourir 2 ans plus tard.
Et puis c'est une époque aussi où une chose qui n'existe plus tellement maintenant, où il y a une formidable, enfin où les écrivains écrivent sur la peinture, où les peintres connaissent les écrivains. Et puis en plus, c'est pas n'importe quel écrivain. Encore une fois, je dis donc dans la vie de Manet, par exemple, c'est Baudelaire d'abord, qui est d'ailleurs comme ci comme ça avec lui. Enfin, à la fois il le reconnaît, c'est lui enfin, il aime ses tableaux, Baudelaire, mais en même temps, il n'écrit jamais rien sur lui finalement. Et justement, si Zola, par exemple, prend sa défense, c'est parce que il est ou Mallarmé ensuite, etc. C'est parce qu'ils sont indignés par la férocité des attaques dont il est victime. Et lui-même, à la fin de sa vie, dit, alors que c'était un personnage quand même plutôt gay, etc., et pas dramatique, quoi. Enfin, il dit voilà, que les insultes dont il a été accablé toute sa vie l'ont brisé, enfin, ont brisé en lui le ressort de la vie. Voilà ce qu'il dit. Mais en même temps, pardon, je précise une chose, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu faire ce qu'on appelle communément un roman historique. Enfin, je veux dire, ces gens-là, je les fais apparaître, je les esquisse. Quelquefois, je mets un mot ou deux, mais je n'aurais pas aimé leur mettre voilà, les camper complètement, leur mettre des dialogues dans la bouche. Enfin, faire la grosse machine du roman historique, ça me plaît pas tellement. Ensuite, la part d'invention en ce qui concerne Manet, elle est très très réduite parce qu'encore une fois, il s'agit d'un grand personnage de l'histoire de l'art. Et à la fois, il est très connu, donc je ne voulais pas être pris en flagrant délit de raconter n'importe quoi, et puis d'autre part par respect tout simplement. Bon. Et puis la fête de la fin du livre, je l'ai inventée bien qu'effectivement ce lieu ait existé, cette Nina de Villars existait. Elle était, en effet, il y avait des fêtes chez elle tous les soirs, et Manet y participait. Simplement le détail de la fête, évidemment, je l'ai inventé. Pour l'autre, la Pertuisait, comme c'est un comparse, comme c'est un personnage farsesque, etc. J'ai respecté le canevas de sa vie, c'est-à-dire qu'il a vraiment essayé de vendre des fusils au Pérou, il a vraiment cru qu'il allait trouver le trésor des Incas, il a vraiment fait une expédition en terre de feu, il a vraiment été ami de Manet, bon, mais pour le reste, j'ai tout inventé, enfin tous les détails, toutes les anecdotes, etc., j'ai inventé. La fin de l'expédition en terre de feu, en vérité, ça s'est terminé mal, mais ça s'est pas terminé aussi ridiculement que ce que je raconte. Voilà. Puis il y a des personnages que j'ai complètement inventés, comme la créature plantureuse Géraldine, dite ensuite Clochette, voilà, de Miraflores. Celle-là, je l'ai inventée. Je l'ai inventée et j'en ai fait le modèle parce qu'il y a un seul tableau de Manet à ma connaissance dont on ne connaît pas le modèle, qui s'appelle La Brune au sein nu. Et donc je me suis dit, ça va être elle, la Brune au sein nu. Voilà. C'est vrai que l'écriture de ce livre a été aussi le prétexte pour moi pour retourner en terre de feu, pour retourner et pour voir qu'est-ce qui avait changé depuis que j'y étais passé un quart de siècle plus tôt. Voilà, nostalgique, ça veut dire nostos, ça veut dire le voyage de retour, c'est l'Odyssée, c'est le début de notre littérature à nous, enfin, dans la sphère occidentale. Enfin, disons que c'est un des très très grands paradigmes, des très grands geste de la qui constitue la littérature, quoi. C'est de revenir en effet, vers ce qui a été, ce qui n'est plus, ceux qui risquent de, comme dit Borges, de mourir, ceux qui meurent avec dans chaque agonie, etc. C'est ça que la littérature s'efforce de rendre, sinon immortel, au moins moins mortel. Bon, donc la littérature travaille avec le passé. Elle travaille aussi, bien sûr, avec le présent. Il y a de la littérature qui est juste, qui est plus sociologique, plus symptomatique, plus tournée vers des phénomènes de société immédiats, etc. Je suis un éditeur quand même assez je dirais pas marginal, parce qu'en même temps, ça fait très longtemps que je suis dans cette maison, par exemple, donc je ne suis pas marginal chez moi, enfin au Seuil, mais disons que ça n'est pas une activité que je fais à temps plein. Bon, et donc cette admiration qu'on éprouve donne envie de se remettre au travail d'écriture. Enfin bon, donc non, il n'y a pas du tout d'opposition. Des livres de la rentrée, comme on dit, j'ai lu le bouquin qui est d'ailleurs assez salué, à juste titre à mon avis, même si c'est un livre pas très facile à lire, mais de Mathias Sénard, voilà, Zone. Et puis donc oui, je trouve que c'est un livre très
encore une fois, qui ne se laisse pas avaler facilement, mais qui compte, quoi. Voilà. Bon. Après, il y en a un, comme personne n'a jamais lu ce livre, ou très peu de gens ont lu ce livre, je le donne sempiternellement quand on me. C'est un livre, un des plus grands livres du XXe siècle, à mon avis, qui est d'un écrivain brésilien qui s'appelle João Guimarães Rosa. Et le livre s'est traduit en français sous le titre de Diadori. Et il est évident que quand on lit un livre qui vous épate, que vous trouvez remarquable, que vous trouvez un chef-d'œuvre, eh bien, ça fait naître, ça fait renaître en vous le désir d'écrire, ne serait-ce que par une espèce de ce que j'appelle une bonne jalousie, quoi, une espèce d'émulation positive. Comme je disais tout à l'heure, quand une phrase, quand des phrases, on se dit ah oui, voilà. Je n'aurais peut-être pas trouvé ça, etc. Eh bien, on a envie justement de s'y mettre et de trouver ça. J'ai vraiment besoin d'avoir la mer devant moi. Voilà. Ça, c'est extraordinairement important pour moi. C'est une chose qui me manque là où elle n'est pas, à Paris, par exemple. Et donc, cette maison qui est avec en dessous la mer, ça compte. Je n'imagine pas un autre endroit pour écrire. Sans doute, enfin, en partie à cause de ça. En partie à cause, j'y pensais aussi quand j'écrivais L'Invention du Monde, que j'ai aussi écrit là-bas, comme tous mes livres, comme tous mes livres depuis longtemps. Et bon, la mer, non seulement parce que je la pratique, parce que j'aime la regarder des heures entières, etc., mais aussi parce que c'est le seul. C'est ce qui fait l'unité du monde, finalement, la mer. Voilà, on peut partir d'ici et on va en Asie sans s'arrêter. Bon. Et j'ai un projet dont je ne sais pas si je le réaliserai, qui consisterait à traverser toute la Sibérie, mais par la route, quoi. Voilà. Enfin, par la route, par la piste, etc. Voilà. Et plus précisément, un endroit qui me plairait de connaître, qui serait le delta de la Léna. Merci à vous et bon week-end. Merci.